J'accueille à présent Nordin Raïs, président du collectif Halte au massacre ethnique birman, Hameb, à Paris. Merci d'être avec nous, Nordin Raïs. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Bonjour. Alors, j'imagine que vous devez avoir pas mal d'informations sur cette situation. Effectivement, nous, on est en contact régulier avec les Rohingyas depuis déjà 4 ans, depuis 2012. Nous nous rendons actuellement et depuis donc 4 ans directement soit dans les camps d'Arakan. Alors c'est toujours difficile de rentrer effectivement, mais on arrive toujours à contourner un petit peu les barrières administratives et militaires, je dirais, pour accéder à ces camps. On intervient également dans les camps de réfugiés en Bangladesh et récemment en Malaisie où il y a plusieurs milliers de réfugiés Rohingyas. Pour expliquer un petit peu, parce qu'il faut bien comprendre d'où part le problème. Parce qu'on a beau parler de ses conséquences, mais il faut voir d'où ça part. Si il y a des éléments qu'on peut retenir dans cette affaire, c'est que le problème des Rohingyas ne date pas de 4 ans, de 5 ans. Il est bien plus loin que cela. Oui. Il a commencé bien évidemment dans les années 70 suite au coup d'État de général Lewin et s'ensuit ensuite des mesures de propagande anti-musulmane. Il y a une manœuvre politique très claire d'isoler une minorité qui apparaît très faible. Pourquoi faible? Parce que d'abord, les Rohingyas sont les plus pauvres du pays. Ils cohabitent avec les Arakanais, avec les Rakhines dans l'État d'Arakan. C'est un État qui est dépourvu de toute source économique. Il se trouve qu'ils sont musulmans. Manque de chance, ils ne ressemblent pas à la typologie physionomique de la majorité des Birmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Rohingya est tout à fait reconnaissable. Il est beaucoup plus mat de peau. Il ressemble plus à Bangladesh du fait que les mouvements d'immigration se sont passés dans cette région du monde. Et donc, du coup, on les isole. Non seulement ils sont victimes de racisme, d'un racisme ordinaire. On les appelle d'ailleurs les collards, qui voudrait dire les peaux noires, c'est un terme péjoratif. Mais aussi, on assiste là à un vrai climat d'islamophobie. Donc c'est vraiment pour rejeter cette population afin de mettre le doigt sur cette minorité et de dire voilà le problème de la Birmanie à cause de cette minorité qui présente un danger. Et donc on surfe ensuite sur une propagande anti-islamique depuis plusieurs années. Le Bonze, le moine qui est à la tête des milices 969, parle Exactement. De nettoyer la Birmanie. C'est tout à fait l'idée. En fait, si vous voulez, il y a une alliance très claire entre le politique d'un côté, mené par la Jat birmane, mais aussi du religieux, mené donc par un certain nombre d'extrémistes, dont le plus célèbre est celui dont vous avez parlé tout à l'heure, Hashim Wiratou. Hashim Wiratou, il faut savoir qu'il a été emprisonné pendant plusieurs années et on l'a lâché il n'y a pas très longtemps. On lui a donné carte blanche pour propager des discours de haine un peu partout dans le pays et donc pointer du doigt et de parler de propager des discours mais ahurissants. On a déjà publié sur notre site internet, sur notre page Facebook, un certain nombre de vidéos qui attestent ce genre de discours. Et le plus étonnant, c'est que les autorités n'interviennent pas. On voit bien par là qu'il y a une bénédiction de l'État qui est très claire, très flagrante, auprès de ce genre de personnes. Il faut savoir aussi que dans cet État en Birmanie, les moines sont très respectés. Il y a même des lois qui vous interdisent de pousser un moine. Vous allez en prison. Donc il y a une surprotection de ces moines-là dont jouissent cette autorité religieuse. Mais ce qui est triste, c'est que le bouddhisme birman est tout à fait différent de ce qu'on peut trouver dans les autres pays. Il faut bien souligner ce genre de remarques, parce qu'on a souvent entendu dire un certain nombre de bouddhistes qui venir nous dire le bouddhisme n'appelle pas le meurtre, n'appelle pas le génocide. Et ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on remarque que le bouddhisme birman est une exception. Et là, on a une preuve que l'extrémisme existe aussi bien dans le bouddhisme que dans les autres religions. Pourquoi, dans ce cas, la grande autorité morale du bouddhisme mondial, le Dalai Lama, ne s'implique-t-il pas davantage dans cette tragédie? Alors ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, malheureusement, il n'y a pas de clergé. Oui, mais juste une implication, un engagement du Dalai Lama, je suis sûr que cela aurait provoqué une levée des boucliers, y compris en Occident. D'abord, le Dalai Lama a fait quelques discours un peu très timides, c'est vrai, pour soutenir et pour justement arrêter ces massacres. Mais ils étaient très 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 peu nombreux et puis on en a vu un ou deux interventions comme ça. Mais le Dalai Lama n'est pas du tout populaire en Birmanie. Il est même accusé par certains, main traître, de vouloir soutenir les Rohingyas.
Donc du coup, il y a des intimidations par-ci par-là. Mais pourquoi ne bouge-t-il pas? Il aurait au moins mobilisé les autres bouddhistes du monde. Alors, c'est étonnant parce que nous-mêmes, on avait essayé d'interpeller le Dalai Lama via son représentant en France. Il nous a jamais répondu. Alors, il y a un silence qui est inexplicable, peut-être parce que des intimidations politiques derrière, qu'en sais-je. Mais il est très clair que ni lui, ni Aung San Suu Kyi n'interviennent pour pousser et concrètement et donc imposer des vraies mesures pour cesser ces massacres-là. Aung San Suu Kyi, c'est encore plus flagrant que cela, puisqu'elle représente Merci Nordine Raïs, merci, restez avec nous jusqu'à la fin, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais faire un dernier tour de table pour permettre à nos invités de s'exprimer sur la question, peut-être de lancer un appel.